Ouais, salut les amis. Alors nous voici pour une nouvelle vidéo. Bon, tant bien que mal, j'essaie de mettre ma caméra. C'est pas gagné. Bon, j'espère que vous avez un aperçu. Alors vous allez rigoler ce matin. Enfin hier soir, je demande à ma femme qu'est-ce que tu penses de ma peinture. Elle avait pas mis ses lunettes. Elle me dit ça me fait penser à une crotte de chien. Ça m'a fait vachement plaisir. En fait, c'était le ciel. Elle me disait que ça lui paraissait un peu comme une crotte avec. Bon, enfin moi ça m'a un peu vexé, mais je vous ai dit ma chaîne, on va parler de tout, n'importe quoi. Ne soyez pas choqués, les amis. Il faut que ça se passe la pâture. C'est aussi un moment de convivialité. Il faut que ça se passe dans la bonne humeur. Ça s'arrête, c'est pas trop au sérieux, hein. Moi, je suis un amateur aussi. Donc voilà. Donc, des fois, quand on fait des failles, autant rigoler. Ça sert à rien de dramatiser. Vous verrez qu'en peinture, des conneries, vous en ferez souvent. Hum, Gardez ça comme des moments drôles plutôt que de dramatiser. Malheureusement, on vit dans un pays, là, en France, où l'échec est considéré tout de suite comme... on n'a pas le droit à l'échec, quoi. On n'a pas le droit de rater des trucs, donc tout de suite c'est critiqué, c'est machin. Moi je dis que c'est rigolo, on peut foirer des machins, c'est plutôt drôle, il faut plutôt prendre ça à la rigolade. Bon, après si on foire ça tout le temps, c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est chiant, mais voilà, c'est des moments de convivialité. Donc là maintenant vous avez vu, mon ciel était trop vert, gris là. En fait, c'est ça que ma femme n'aimait pas, c'était ce côté un peu chiasse là du ciel. Alors, je vous avoue que ce matin, j'étais pas super motivé, mais je me suis dit, on va quand même être fidèle au poste parce que même quand on n'est pas motivé, c'est un peu comme le sport, c'est-à-dire que même si vous en faites pas longtemps, c'est pas grave, il faut quand même, c'est bien quand même même si c'est qu'une demi-heure, c'est pas grave, c'est histoire de dire que voilà, que vous êtes là et puis que vous essayez au moins de faire quelque chose, quoi. Il faut pas abandonner, vous voyez, il faut pas toujours. La peinture, ça demande, c'est du boulot. Il y a des fois, il va y avoir des peintures que vous allez commencer, que vous allez rater. Vous allez être frustré, ça va être énervant, ça va être chiant. Mais c'est pour ça que je vous dis aussi, c'est bien de commencer sur papier. L'avantage du papier, c'est que bah, c'est moins cher. Et quand ça foire, bon, bah, à la limite, vous en foutez un peu, quoi. Ou même du carton, hein, ou même ce que vous pouvez faire, vous récupérez des vieux calendriers, et puis vous les badigeonnez de gesso, vous laissez sécher, vous vous entraînez sur des calendriers, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas... Et quand vous voyez que vous avez du résultat, là, vous pouvez attaquer les toiles, parce que si vous attaquez tout de suite les toiles, ça risque d'être frustrant, parce que du coup, comment je peux dire ça, si vous n'obtenez pas le résultat tout de suite, vous allez badigeonner votre toile, et puis au bout d'un moment, les défauts vont apparaître, vous voyez, ça va être... Il y a un moment un peu plus caché, quoi. Parce que la toile, à force de la travailler, au bout d'un moment, on va voir les couches superposées. Donc n'hésitez pas à faire vos essais sur du papier carton, les vieux calendriers. Il y a énormément de choses sur lesquelles vous pouvez vous entraîner. Ou alors ce qui est bien aussi, ce qui est sympa, c'est le papier craft. Craft. Vous avez le papier d'enveloppe, si vous avez la chance de travailler dans un truc où vous pouvez récupérer des grandes enveloppes ou des enveloppes déjà utilisées, des grands formats, là, vous savez, les A3, là, ou ouais, A3, même A4. Vous les récupérez, vous les coupez, vous peignez sur le papier craft. En plus, ça fait un joli rendu. C'est sympa, ça fait déjà un petit fond un peu marron, là. C'est pas mal. Vous voyez, là, je refais le ciel, donc j'ai rajouté un petit orange, donc du jaune et du rouge à dominance jaune. Et là, j'attaque un ciel, vous voyez, pour que ça fasse un peu plus sérieux qu'on a l'impression que c'est un peu apocalyptique, quoi. Parce que le fond que j'avais fait avant, c'est vrai que
ça se mélangeait avec la structure du milieu. Et effectivement, ça faisait un aspect crotte de chien. Je m'en étais pas rendu compte. Je suis sûr, je suis le seul youtubeur qui va parler comme ça de la peinture. Alors, je suis un esthète, mais des fois, ça me fait marrer les peintres qui ont ce côté sacré là. Il n'y a aucun humour. Moi, je dis, la peinture, c'est fait pour rigoler aussi. C'est comme le sport, hein. C'est comme tout. Il faut prendre des bons moments. Il faut aussi rigoler. Ça sert aussi à se détendre. Hein, ok. Ça veut dire que même si vous prenez votre pinceau que vous créez et que voilà, j'ai facile de parler, c'est parce que moi j'ai déjà un petit niveau, donc c'est sûr que c'est plus facile de dire ce que je dis quand on a déjà un petit niveau. Mais il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est des moments conviviaux, c'est des moments aussi de détente, pour déstresser. Alors vous allez pas tout le temps faire des chefs-d'œuvre, il y a des moments où vous allez faire des choses plus conventionnelles, des choses plus moches, hein. N'ayons pas peur des mots. C'est pas grave, c'est pas grave, vous mettez ça de côté, ça prend pas de place, le papier ça prend pas de place, hein. Vous pouvez stocker au moins une centaine de papiers dans des intercalaires, ça prendra pas de place. Contrairement aux toiles, parce qu'à un moment je peignais sur toile, beaucoup sur toile, et comme je vous disais la dernière fois, le problème de la toile c'est que un moment vous allez stocker, et vous aurez plus de place chez vous. Et vos proches, ils vont pas comprendre, hein. Eux ils vont penser que vous allez vous accaparer l'espace juste pour vous, mais en fait, c'est vrai qu'ils vont croire que vous avez des petits complexes d'artiste et puis des petits caprices d'artiste. En fait, ils comprennent pas aussi que vous êtes dans la création et que forcément, quand vous êtes dans la création, ben, ça prend du temps, ça prend de l'espace. Donc voilà quoi. Donc là, on va attaquer les murs cyclopéens. Je sais pas si vous voyez, je vais suggérer des murs, et comme des murs cyclopéens, on appelle ça là, des méga structures. Je sais pas si je vais y arriver, on va essayer. Et puis la peinture, c'est aussi beaucoup de. Vous direz ce que je vous en pensez sur les commentaires. Mais je veux plus que ça ressemble à une crotte de chien. J'ai rien contre les crottes de chien, hein. Moi, je veux vraiment qu'on voie que c'est une structure d'Atlantis. Alors moi, quand je peins ce tableau, alors c'est vrai que moi j'aime bien parler quand je peins, en même temps c'est parce que je me raconte l'histoire. Et j'étais déjà comme ça quand j'étais petit, je me racontais des histoires. Ça va, je ne m'en pas pris pour un fou. C'est passé quand même plutôt cool. Ça va. Il y en a qui se racontent des histoires, mais leurs histoires sont pas cool. Les miennes, ça va, je suis dans la fantaisie, donc les histoires, ça va, elles sont plutôt drôles. Et donc, j'arrive pas à peindre, j'ai la main qui tremble là. J'ai la main qui tremble un peu. J'aurais pu tricher, entre guillemets, et faire ça avec les feutres Posca. Mais je me suis dit ça aurait été plus facile parce que du coup j'ai un trait tout droit, tout net, mais j'ai pas envie. J'ai envie que ça garde les. S'il y a des imperfections, j'ai presque envie de les laisser. Parce que je veux qu'il y ait dans cette peinture l'aspect monolithique. Je veux vraiment qu'on ressente l'aspect un peu antidiluvien, quoi, un peu. Bon, alors il y a plusieurs thèses sur l'origine de l'Atlantide. Il y en a qui vont dire que c'était une cité super avancée, hautement technologique, avec des pyramides et des trucs qui brillent en cristaux, et patati patata, avec des navettes, avec des je sais pas quoi. Il y en a qui partent sur cette hypothèse, qui restent qui sont pour la plupart des hypothèses, ou des théories, qui sont fondées sur pas grand chose au final, que sur des mythes, comment dire, c'est basé que sur ce que disaient
médiums de l'époque, quoi, genre Edgar Cayce ou je sais plus comment elle s'appelle, l'autre là, une médium, je crois qu'elle était polonaise, je me rappelle plus de son nom là, je sais plus. On s'est basé sur ça et ça a donné le mouvement un peu New Age aussi, donc il y a eu tout un courant comme ça qui, c'est sûr que c'est séduisant de se dire, il existait une civilisation comme ça, hautement technologique, qui a disparu par la colère divine. Elle a sombré au fond des océans. Alors il y a un côté un peu séduisant comme ça, on aime bien, l'homme il aime bien ça. Moi personnellement j'aime bien mais après il faut se rendre dans l'évidence aussi. On va essayer de rester sur entre guillemets, des thèses, pas dire des thèses officielles, mais on va rester sur moi j'aime bien rester quand même sur des preuves tangibles, sur des découvertes, sur des choses qui ont été quand même trouvées, quoi, pas sur des oui-dire. Alors là, moi je peux raconter n'importe quoi aussi, hein. Je peux vous raconter tout et n'importe quoi, je peux vous dire que, voilà, qu'il y avait des fusées à l'époque, et tout sera que reposé sur des hypothèses. Alors je dis pas que les hypothèses c'est bien, parce que les hypothèses ça fait partie des ressentis un petit peu. Voilà, une hypothèse c'est quelque chose qu'on ressent, et on aime bien le partager, on se dit des fois peut-être que mon hypothèse est bonne, et on aime bien le partager, mais ça reste une hypothèse. C'est pour ça qu'en ce moment, comme j'aime bien l'archéologie et les anciennes civilisations et tout ça, il y a une dame là que j'ai découvert récemment que je connaissais pas. Ça c'est mon côté, peut-être mon côté un peu macho, hein, je vais pas vous le cacher que c'est dégueulasse ce que je vais dire. Non, c'est horrible. Euh, Pas mon côté macho, mais mon côté un petit peu où moi je regardais plus souvent les émissions faites par des hommes, hein, parce que j'avais cette croyance, je dis bien cette croyance, qui me disait qu'un peu les émissions de femmes, bon, ça parlait un peu chiffon, quoi, par moment. Je suis désolé, hein, si je vais vexer ou quoi, c'est pas le but, hein, franchement. Voilà, moi c'était vraiment mon ressenti, et je sais que dans cette période ultra féministe et tout, il vaut mieux pas parler de ça, parce que ça risque d'être mal vu, mais je vous dis ce que je ressens, ce que je pense, donc je suis désolé, hein. Et moi, bon, bah, je me disais, ça me paraissait toujours un peu farfelu, ou les femmes, comme les femmes sont beaucoup toujours un peu dans l'émotionnel, dans les choses un peu, dans le mystique, les choses un peu le tarot, les trucs comme ça. Donc moi, j'avais en tête cette idée que la légitimité de la vérité allait plus vers les hommes, quoi. C'est con, hein, je sais, je suis désolé. N'hésitez pas à m'insulter sur. Non, je rigole. Je plaisante. Et, et donc voilà, donc j'ai écouté des gens que j'adore, hein, que j'apprécie, comme Michel Dezeille, tout ça. Même l'autre, là, comment il s'appelle, Planète Raw. J'aime bien, il y a des belles émissions. Il y a des émissions comme ça que j'aime bien. Ou Ludovic, là, de la chaîne Arcana, les mystères du monde, que j'adore, que j'aime bien, que je suis régulièrement. Et j'ai découvert une chaîne, donc ça s'appelle Antoine Gigal. C'est une dame que je connaissais de nom, mais pareil, je sais pas pourquoi. Comme quoi, des fois, on se base des fois sur l'image, mais on essaie de. On va pas plus loin. Je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Et au fait, cette dame, Antoine Gigal, au-delà, bon, c'est vrai que la première fois que je l'ai vue, elle me paraissait un peu olé olé, ça me paraissait pas sérieux, quoi. Parce que je me basais sur l'image, justement. Je me basais un peu sur l'image, je me disais, mais c'est pas. C'est encore une connerie, c'est des rues Tupperware, quoi. Je me disais que c'était des trucs comme ça pour Nana, avec de l'arcade, ils vont parler de médium, d'astrologie, de trucs comme ça, quoi. Ah ben non, j'ai vu que cette dame m'a agréablement surpris.
Je dirais même que ces contenus, les contenus de ces émissions sont très très riches. Bon, je suis pas d'accord sur tout, hein, des fois des choses où je suis pas d'accord, mais c'est quand même une dame qui a de quoi se la ramener, parce que elle, c'est plutôt du travail empirique, hein, quoi qu'on en dise, et elle a été visiblement, elle était sur le terrain, donc elle a fait plusieurs allers-retours en Égypte, et comme elle le dit justement, l'Égypte, il faut y vivre régulièrement pour se rendre compte aussi, pour avoir après un ressenti sur le climat, sur ce qui s'y passe et tout, la mentalité, les gens, la mystification des contes, et des légendes et tout ça, pour, pour avoir après un aperçu de ce que c'est l'Égypte. Pas seulement rester dans une salle de classe et répéter bêtement ce que disait le prof pendant des années à l'école, où eux ils vont vous dire qu'une version, la version officielle, mais il y a aussi de la version, voilà, quand elle a vraiment été là-bas, elle a vraiment voyagé, elle connaît, donc elle a de quoi elle peut se la ramener, on va dire, entre guillemets. Donc, et malgré tout, elle se fait quand même pas mal critiquer, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris pourquoi, peut-être, bon, j'ai pas vu toutes ces émissions aussi, mais franchement, le peu que j'ai vu, ça m'a quand même séduit, entre guillemets, ça m'a séduit, et Et je trouve que elle a des bonnes analyses et elle parle de sujets qu'on va pas forcément trouver dans l'archéologie officielle où souvent on vous répète des fois souvent les mêmes choses, des trucs qu'on connaît déjà sur le sphinx, comme quoi le sphinx était daté, bon, il est beaucoup plus vieux que ce qu'on croit, hein, et patati et patata. Mais elle va parler d'autres sites, toujours en Égypte, qui sont moins connus, carrément des sites qui ont été abandonnés, quoi, dans la vase, parce qu'à l'époque il y avait des lacs aussi qui alimentaient le Nil, qui servaient pour la régulation des eaux. Donc les Égyptiens, comme ils étaient très 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 forts en hydraulique, ça aussi il faut savoir, il faut connaître aussi l'hydraulique, faut s'y intéresser, et ça c'est une dame qui s'y intéresse beaucoup, et c'est très intéressant parce que du coup, comme elle a une approche scientifique, hum, un petit peu aussi mystique. Bon, moi je suis un peu moins mystique, donc voilà. Mais elle a aussi cette approche-là, pourquoi pas, je me dis pourquoi pas. Elle a hum, une approche de voyage. C'est une dame qui a vécu beaucoup de temps là-bas, donc elle sait de quoi elle parle. Elle a une approche aussi météorologique du climat, par rapport aussi au, comment je peux dire, Euh, par rapport aussi aux différents climats qui ont eu lieu dans ces années-là, dans l'Antiquité, ou qu'est-ce qui s'est passé, et tout ça, les précipitations, quand est-ce que le Nil a débordé, les 12 plaies d'Égypte, à quoi ça correspond exactement, est-ce qu'il n'y a pas une météorite qui était passée à ce moment-là, la comète n'a pas pollué les eaux, enfin, ouais, elle a une approche, enfin, je sais pas si elle parle de ça, elle, je sais plus, mais elle a une approche vachement comme ça, fondée sur des choses qui ont réellement existé. Et bah, du coup, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, donc je vous invite à regarder sa chaîne, Antoine Gigal. Bon, moi je connaissais pas, franchement, je connaissais le nom, quoi. Je connaissais le nom, mais je connaissais pas vraiment. Comme je vous dis, comme quoi des fois, les apparences sont trompeuses. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois, on est souvent berné par le. On est souvent berné par les apparences, quoi. C'est souvent les apparences qui nous. Alors je dis pas, des fois un ressenti peut être juste aussi, hein. Je dis pas que. Voilà. Des fois ça peut être juste, mais disons que. Là je me suis dit, je vais quand même avant de critiquer, je vais quand même regarder parce que c'est facile de critiquer, mais d'abord il faut quand même avoir des éléments pour justifier sa critique.
Si on fait que critiquer gratuitement, comme beaucoup de personnes sur le web, ben voilà, quoi, c'est dommage, quoi. Il y a des personnes qui méritent pas ça, qui méritent... Bon ben voilà, alors je continue mes murs cyclopéens. Alors là, ce que je constate, c'est que je m'en étais pas rendu compte, mais je veux pas que ça fasse trop... Comment je peux dire? Too much, quoi. On va faire ça empiriquement, on verra bien. Moi, les théories, c'est bien gentil, mais il y a un moment, quand on fait de la peinture, vous pourrez avoir autant de théories que vous voulez. Il y a un moment, bon, la théorie, hein, c'est sympa, mais il y a un moment, c'est pas la théorie qui va... C'est pas votre diplôme d'artiste qui va vous faire votre tableau, quoi. Hein, c'est ce que je veux dire. Il y a un moment, il faut y aller. Hein. Je vous ai dit, même si on se plante, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Il n'y a pas un coup pris au-dessus de votre tête et puis qu'il va tomber si vous vous ratez. Hein. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont peur de se lancer. Je les comprends. Je les comprends parce que on est dans un pays où il y a énormément de jugements. Donc beaucoup de gens ont peur parce qu'ils ont peur d'être jugés, ils ont peur d'être catalogués. Donc ils se disent, bah, plutôt que pour pas me faire critiquer, bah, je vais pas me lancer. Bah, ça fait qu'il y a tout un potentiel artistique qui, ils étaient possesseurs de tout un potentiel artistique et du coup, bah, comme ils ne l'expriment pas par rapport au carcan sociétal, hein, aux interdits, enfin, qui se mettent des fois eux-mêmes, hein, parce que finalement on nous interdit rien, mais souvent les critiques, comme ils ont peur des critiques méchantes, ils ont peur des critiques méchantes. Bon, moi j'en ai eu beaucoup des critiques méchantes, hein, notamment, comme je vous ai dit, dans le cadre familial, donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, donc je connais. Ça m'a bloqué, ça m'a perturbé. Hum, Mais je me rends compte que les gens qui me critiquaient, ben, bon, c'était pas vraiment de leur faute parce que eux, ils n'ont pas été encouragés non plus par les parents, donc et puis c'était peut-être ils critiquaient peut-être par peur aussi parce qu'ils avaient peur que ils voulaient, comme les gens veulent qu'on suive le même chemin que eux, des fois ils s'inquiètent pour vous, ils se disent vous avez peur, ils ont peur que vous finissiez clochard, donc plutôt que vous encourager, ils vont vous casser dans ce que vous aimez. Vous, bah, si vous êtes un peu fragile, on est tous fragiles à un moment dans sa vie, hein, bah, vous allez les écouter et puis finalement vous allez bifurquer vers une voie qui n'est pas la vôtre. Alors certes, vous serez peut-être dans un cadre rassurant où tout va bien et tout ça, mais vous n'aurez pas forcément été là où vous aurez dû être. Vous allez être frustré et puis vous allez vous bouffer les couilles, quoi. Vous allez vous dire putain de merde, j'avais de l'or dans les mains et tout, puis lui je l'ai écouté, quel con. Et puis voilà, et puis je suis désolé de dire ça, ça peut peut-être être un peu choquant pour certains. Mais c'est à peu près ce que je pense, quoi. Et donc, vous allez vous retrouver frustré, et de ce fait, ben, comment dire, comme vous allez être frustré, ben, ça va se répercuter sur votre vie, partout. Vous allez traîner avec des gens qui sont pas du même, qui n'ont pas les mêmes passions que vous, qui n'ont pas les mêmes rêves que vous, donc forcément, ça va augmenter le degré de frustration. Vous allez être incompris. Vous allez être incompris, et tout, donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait beaucoup de trucs, je sais pas. Bon, on va continuer. Et comme vous allez être incompris, ben, comme vous allez être incompris, vous allez rentrer dans des frustrations, vous allez être énervé, peut-être pas jusqu'à la dépression, mais pourquoi pas, peut-être. Et donc, ce serait malheureux d'en arriver là, quoi. Hein, le but du jeu, le but dans la vie, c'est quand même être un peu épanoui, quoi. On n'est pas là que pour payer des impôts et puis comment dire, se regarder dans le blanc des yeux. On est aussi pour partager. La vie, c'est fait aussi de partage, c'est fait de.
de connaissances. Enfin, je sais pas, c'est ce que je pense. Peut-être que des gens vont se dire non, la vie c'est pas ça, la vie c'est jeter les McDo par terre et faire chier le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire ça. Moi je me dis que la vie c'est pas ça. La vie c'est un partage. C'est sympa. On est plus sympathiquement admis quand on partage des choses cool, quoi. Là, je voyais des chaînes, notamment une chaîne de sport, il y a un gars, bon, il explique et tout, il est super sympa, c'est un mec qui prend beaucoup de temps pour lui, pour expliquer et tout, et puis il se fait souvent critiquer, je comprends pas. Je comprends qu'il soit dégoûté, alors des fois il est un peu vénère et tout, mais ça se comprend parce que il y a de quoi être énervé. Des fois on aimerait bien réveiller les gens, leur dire putain, mais je sais pas, pourquoi vous avez la haine, pourquoi vous... Moi j'ai un petit peu ma réponse, je me dis des fois les gens ont la haine parce que c'est des gens alors soit ils passent une mauvaise période, ça m'est déjà arrivé moi d'avoir la haine dans ma vie, de passer des mauvaises périodes et tout, ça m'est déjà arrivé, mais après il faut essayer de guérir quoi, il faut essayer de... faut rester tranquille, cool. C'est pas en vous énervant parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. En fait, les gens s'énervent parce qu'ils sont piégés dans le matériel. Ils sont piégés dans le matériel, dans l'objet. Dans l'objet qu'ils n'ont pas. Ils sont piégés dans le cadeau, quoi, dans le paquet cadeau. Ils n'ont pas la femme qu'ils veulent, ils n'ont pas le travail qu'ils veulent, ils n'ont pas la voiture qu'ils veulent. Mais tout ça, c'est du... Ils ont pas, c'est même pas la femme qu'ils veulent, c'est l'image de la femme. Ils n'ont pas l'image de la femme qu'ils veulent. Ils n'ont pas l'image du physique qu'ils veulent. Ils n'ont pas l'image de la vie qu'ils veulent. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, frustration. Frustration parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils sont prisonniers de l'image, du paraître. Et ça, les spirituels ou les religieux, même si je ne suis pas religieux ou spirituel ou croyant, personnellement, moi je crois en Dieu, comme je disais la dernière fois, moi je suis croyant, je crois en Dieu, j'ai beaucoup de respect pour la religion, j'ai beaucoup de respect pour le... Là par exemple je visite les églises et tout, j'ai beaucoup de respect pour tout ça, pour le spirituel et tout. Mais je comprends aussi le sacré dans la prière, le sacré dans le salut de l'âme, le sacré dans le détachement du matériel, le sacré aussi que quand vous... que le désir n'est pas forcément un désir physique. Et là, souvent je vois des émissions, des choses où souvent l'amour est lié au... Alors je vais être un peu cru dans ce que je vais dire, mais l'amour est lié au sexe dans notre société. Donc forcément, si on associe l'amour au sexe, on sera malheureux. On sera malheureux. C'est pour ça que les gens sont malheureux, parce ils associent l'amour au désir. Et alors que tout ça, c'est juste une finalité. Ça vient naturellement quand on aime quelqu'un, mais maintenant on met ça en priorité. Vous voyez bien qu'on est en train dans une société qui objectivise tout, qui matérialise tout, qui cherche à faire de nous, comme je disais la dernière fois, des êtres techniques. Et si les techniques ne fonctionnent pas, ben, les gens sont malheureux parce que... Mais c'est pas ça l'amour. Hein. L'amour n'est pas déjà... C'est pas une compétition, déjà de une. C'est pas une question de centimètres. Vous allez dire, mais il est fou ce mec. Mais comme je vous ai dit dans ma chaîne, on parle de tout et de rien. Et moi, quand je peins, peinture, c'est un moment de méditation. Vous voyez, là, je suis en train de remplir les pierres. Ben, les pierres, là, quand je les remplis, je réfléchis.
Je réfléchis à ça. C'est fou, hein. Il y en a, ils vont jusqu'en Chine, dans des temples pour méditer. Il y en a d'autres qui se mettent à kimono. Ben moi, j'ai pas besoin de tout ça. Je suis chez moi et je médite en peignant. Alors c'est sûr que on est aussi dans un monde où il faut toujours faire quelque chose. Il faut toujours, il faut toujours faire quelque chose et on laisse pas les gens tranquilles. On les laisse pas méditer, réfléchir, cogiter. On dit souvent c'est pas bien de cogiter. C'est vrai que dans ce monde matérialiste, cogiter c'est vrai. Bon, parce que on a une impression de perdre du temps. Mais peut-être que vous gagnez du temps ou en cogitant. C'est pas parce que vous, soi-disant, vous ne faites rien que c'est pas bien. Peut-être que vous vous rendez service à rien faire. Ou enfin, soi-disant rien faire, parce que pour moi, on fait toujours quelque chose. J'aime pas ce truc. On fait rien. On fait toujours quelque chose. Même si aujourd'hui j'ai décidé de pas peindre, par exemple, bah, c'est paraît fou ce que je vais dire, mais je vais quand même faire quelque chose. Le repos, le temps de repos, là, ça va me permettre de penser à autre chose, de me ressourcer, en énergie, et du coup, je vais revenir plus fort. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mon père, par exemple, lui, c'est un hyperactif. Il faut toujours, toujours qu'il fasse quelque chose. Il peut pas. Quand il reste seul avec lui-même, quand il reste 10 minutes tout seul, il devient fou. Il devient fou. C'est c'est bizarre, ce truc-là. Il n'arrive pas à rester seul avec lui-même. Parce que, je sais pourquoi, parce qu'il se ment à lui-même, en fait. Il se ment à lui-même. C'est horrible ce que je dis, mais enfin, on a tous des périodes comme ça où on se ment à nous-mêmes. Il n'arrive pas à être en phase avec lui-même, donc il faut tout le temps qu'il fasse quelque chose. Il est, il est, il veut la reconnaissance par le biais du faire, quoi, du absolument faire quelque chose. C'est comme ça qu'on a la reconnaissance. Mais non, 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 moi je suis désolé. C'est peut-être pour ça que le monde va mal aussi, parce qu'on bouge partout, les gens font tout et n'importe quoi, juste pour s'occuper. On est dans le monde de l'occupation, dans le monde du... Ouais, ça c'est la palette. On est dans le monde du divertissement, où il faut absolument faire bouger, bouger. Et je pense que cette petite période de confinement, pardon, moi je le suis toujours pour genre sanitaire, je pense que ça a permis aussi aux gens d'être seuls avec eux-mêmes. Alors je sais, il y en a qui vont peut-être regarder ma vidéo, ils vont dire oui, mais ça on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, tu copies. C'est vrai, peut-être que je l'ai entendu. J'ai peut-être entendu quelque part ce que je suis en train de dire là, mais on va se retrouver seul avec nous-mêmes et du coup, bah, ça triche plus quoi. On est face à ces démons, entre guillemets, je parle. Quand je dis les démons, c'est pas. On est face à ce qui nous fait peur, la solitude. Seul avec toi-même, ça fait peur, hein. Quand il n'y a plus personne pour te dire que t'es gentil, que t'es bien, que t'as plus la petite note, le 20 sur 20 à la fin du mois. Ah, ça fait peur. T'aimes pas ça. T'aimes bien, hein, avoir l'approbation des autres, qu'on te donne le feu vert. T'es pressé quand te disent c'est bon, tu peux enlever ton masque maintenant pour faire ce que tu veux. En fait, on nous crée des attentes. On nous crée des attentes et après, c'est pour qu'on remercie. Qu'on dise merci le jour où l'interdit est levé. Et pour que
crée des frustrations chez les gens. Là, je vois tout le monde, même avec le masque. Bon, après, ok, ouais, ok, le truc du masque, ok, je veux bien, mais c'est bon, soi-disant, maintenant, le problème est un peu passé et tout. C'est insupportable. Hier, je suis allé au magasin, tout le monde avait un masque. Et le pire, c'est que derrière le masque, putain, mais les gens chopent la confiance, quoi. Ils te regardent de travers et tout, tu vois. Tu vois plus leur tronche, tu sais plus à qui t'as affaire. J'aime pas ça. J'aime pas ce truc-là. Moi, j'aime bien avoir la tête des gens, j'aime bien avoir la gueule de celui qui me parle devant moi. Ah, c'est mieux là, ça fait plus crotte de chien du tout. Plus crotte de chien du tout, là, ça fait maintenant mieux. Vous voyez, quand on a les idées, parce que les idées, au fait, c'est ce que je vous disais la dernière fois, les idées, ça vient aussi en cogitant. Donc là, c'est du terre de sienne naturelle, hein. Donc ça coûte la production plus ce truc. Hein. Le pire, c'est que j'en utilise beaucoup dans mes peintures. Parce que comme je suis dans le sujet, le thème là, en ce moment, c'est les civilisations disparues, antediluviennes, plus ou moins, entre guillemets, je parle. Euh, donc le thème, c'est ça. Donc c'est souvent pour moi des civilisations monolithiques, avec des pierres cyclopéennes. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est des pierres cyclopéennes. Alors, est-ce que c'est juste? Peut-être que les géologues vont me dire, mais non, mais ça n'a jamais existé. Des bâtiments comme ça, ouais, mais moi, vous voulez, c'est pas la peinture, c'est pas l'exactitude, c'est du ressenti, c'est du, comment dire, c'est ce qu'on ressent. Et j'ai remarqué aussi que vous allez voir que quand vous allez commencer à progresser en peinture, comment je peux dire ça, vous allez être de plus en plus perfectionniste. Et ce qui semblait un peu roots au début, les trucs un peu dans l'urgence, parce que des fois on fait des trucs sympas aussi dans l'urgence, dans le côté un peu amateur, roots, vous arriverez plus à retrouver ce truc-là, ça va être très compliqué de retrouver le côté un peu vite fait, roots. C'est très compliqué de garder cet esprit un peu enfantin dans la peinture. Quand je dis enfantin, c'est attention, c'est pas péjoratif. Dans ce côté un peu naïf, quoi. J'aime bien mon côté un peu naïf, un peu encore suggéré, tout ça, j'aime bien, j'aime bien. J'aime pas forcément les trucs super bien faits, bien léchés, intellectualisés. L'art, c'est aussi, comme je disais, c'est beaucoup de ressenti. Et à force d'avoir de la technique, après, ce qui risque de se passer, moi c'est ce qui se passe pour moi, j'ai pas peur de le dire, c'est qu'après vous intellectualisez votre peinture. Vous allez là, au début vous étiez dans une approche instinctive, plus quand on vous donne le pinceau dans les mains, c'est un peu comme la première fois que vous avez une femme dans les mains. Vous découvrez, donc vous êtes un peu tout fou, vous voulez faire plein de trucs, vous lâchez dans plein de trucs, mais vous ne savez pas encore bien vous servir du pinceau. Donc vous allez faire des erreurs, mais ça va être des erreurs touchantes, des erreurs finalement sympathiques, quoi, on va dire entre guillemets, qui donnent des fois à la peinture un côté. On voit que c'est débutant, mais en même temps on sent l'émotion de l'artiste, quoi. Alors que quand on commence à devenir vraiment pro, après, limite, des fois, on peut exécuter des peintures froidement, parce qu'on a la technique, on commence à maîtriser, donc
Donc on fait ça un peu plus froidement et on peut perdre un petit peu en ce qui faisait le charme du début. Moi je vous avoue que des fois ça m'a un peu énervé, ça j'aurais bien voulu retrouver l'excitation du début quoi dans la peinture et ben, maintenant c'est un peu des trucs que j'ai un peu perdu parce que comme je suis dans comment je peux dire comme maintenant je maîtrise un peu mieux donc je réfléchis, je sais pas comment dire. Je sais pas si vous m'avez compris. Moi je me suis compris, c'est le principal. Alors après voilà, ça c'est bien, on va laisser un petit peu de mystère. Moi je me rends compte que ça fait presque 50 minutes là, non 40 minutes que je parle. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça déjà mieux, hein. Ça fait déjà moins crotte de chien là, comme on dit. Je vais remettre un peu de... Je vais faire le ciel. Après je crois que je vais m'arrêter, ça fera 1 heure de peinture, dans 20 minutes je m'arrête. Un quart d'heure, 20 minutes je m'arrête et... Parce que... Voilà, je trouve que c'est pas mal là ce que j'ai fait. Et donc... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai une belle couleur là, pour le ciel. Ah oui, là où je voulais en venir aussi, c'est quand vous commencez le travail, quand vous commencez la peinture, aménagez-vous l'espace bien comme il faut parce que vous allez vous rendre compte que si vous travaillez dans la merde, entre guillemets, ça risque de vous décourager, de voir toute la merde partout et tout, ça va vous allez vous dire oh là là, il faut que je range tout et tout. Donc essayez toujours d'avoir plutôt un espace aménagé, plus ou moins déjà prêt, apprêté pour la création. Ok. Euh, Essayez toujours plus ou moins d'avoir ça. Comme ça, ayez toujours une petite lumière, une lampe à côté, parce que le truc c'est que des fois, il vous faut beaucoup de lumière pour peindre. Et le ciel, j'ai du mal à le faire. Il vous faut beaucoup de lumière, donc ayez toujours une petite lumière à côté, un petit truc. Aménagez-vous l'espace. Moi je dis ça, mais moi je suis bordélique, il y a du gros bordel chez moi, c'est pour ça que je vous parle de ça, parce que moi-même j'arrive pas à le faire, c'est pour ça. Donc je sais que c'est important de le faire, c'est important. Tout le monde vous le dira, tous les génies sont un peu bordéliques. Je ne dis pas que je suis un génie, mais on est tous un peu... On est un peu bordéliques des fois dans la tête. Les peintres sont un peu bordéliques. Alors j'en connais, hein, chez eux c'est des laboratoires, hein, c'est nickel. Limite la peinture elle est dans des seringues quoi, c'est super propre et tout, les pinceaux sont tout le temps nettoyés. Et j'ai remarqué c'est beaucoup les femmes qui sont comme ça, beaucoup les femmes sont plus soigneuses que les mecs. Les mecs, nous on est un petit peu à la roots quoi, on est un peu à l'arrache. Même vous verrez, moi dans le collectif où je suis, il y a pas mal de femmes. Et les femmes par exemple, elles sont plus méticuleuses aussi, j'ai l'impression. Elles vont faire ça plus... Vous voyez, quand elles peignent, elles ont le souci du détail. Elles, elles s'éternisent vraiment sur la forme. Je suis pas en train de dire que les femmes sont superficielles ou quoi, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais elles sont vachement sur la forme, quoi. Au formatage du tableau, quoi. Alors que les mecs, c'est vrai que j'ai l'impression que le mec, lui... Attention, hein, peut-être que je dis, moi c'est ce que je ressens, c'est peut-être faux ce que je dis. Enfin, pas faux, mais c'est ce que je ressens encore une fois. Donc là, je suis ressenti. Et les hommes, eux, ils sont plus plutôt dans le... Comment je peux dire dans le fond, quoi. Quand il faut un truc, un tableau, c'est plus le fond qui prime, pas la forme. La forme, ils s'en foutent un peu. Une fois qu'ils ont fait l'idée, une fois que leur idée est sur papier, machin, c'est bon, ils ont fait leur truc, et puis après, ils ont du mal à comment je peux dire
à peaufiner leur tableau, quoi. Alors que les femmes sont vachement, elles peaufinent beaucoup, elles sont plus dans le côté comme ça. C'est pour ça que les femmes aussi sont très fortes en, comment je peux dire, elles sont très fortes en décoration, par exemple. En décoration, parce qu'elles aiment bien le côté comme ça, décoré, des petits chouchous un peu partout, comme ça, les trucs, machin. Elles aiment bien ça, j'ai l'impression. Après, la faïence, la dentelle, les bijoux, la céramique, la poterie. Vous voyez, c'est beaucoup les femmes, elles aiment bien ça, les trucs un peu. Les détournements d'objets, par exemple, un vieux vélo, elle se transforme en pot de fleurs, un vieux. Une vieille baignoire, elles vont faire une petite piscine dedans. Vous voyez, elles aiment bien comme ça les objets. Voilà, j'ai remarqué que c'était beaucoup les femmes qui étaient comme ça. Voilà. Big up aux femmes qui regardent ma chaîne. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Attention, hein, je dis pas ça pour vous dire que les femmes et tout ça, mais c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que les femmes étaient beaucoup. Là, vous voyez, on va attaquer la mer. Là, dans le club où je suis, par exemple, je sais pas, par exemple, elles ramènent des gâteaux, des tartes. Nous, on s'en fout un peu de ça. Vous voyez. Si, moi, je ramène des fois une bouteille de pinard, mais parce que je sais que je vais la boire. Mais oui, les femmes sont vachement plus de la déco, quoi. C'est de la décoration plus. Attention, ça dépend les femmes après. Hein. On voit une artiste comme Camille Claudel, elle était torturée. Attention, je dis pas que être torturée c'est la condition sine qua non pour être un bon artiste. Hein. C'est pas ça, mais on sentait que c'était une femme. Comment je peux dire? C'était une femme qui était habitée, quoi, habitée par son art, quoi, par son truc. Comme quoi ça peut exister, je suis pas en train de dire que les femmes sont toutes superficielles et puis dans le matériel et tout ça, dans l'objet. Mais souvent, ouais, j'ai cette impression que la femme, elle fait plus de l'art pour décorer. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais l'art, c'est fait pour décorer, non? Pas pour moi. Pas pour moi. L'art, pour moi, c'est fait pour véhiculer un mot, quelque chose. Et ce qu'on n'a pas, des mots qu'on n'arrive pas à dire. Là, vous voyez, je vous fais des cités antédiluviennes. Je pourrais pas vous l'expliquer, là, ce que je suis en train de faire. Avec les mots. Je pourrais pas vous dire, par exemple, Tartesso, c'était une ville dans la baie de Cadix, à l'embouchure du Guadalquivir, et fondée par les Phéniciens, que les colonnes d'Hercule, finalement, bah, c'était le temple de Melkart. Melkart, qui était lui un dieu, ou du moins une entité phénicienne, à l'image de Hercule, ou d'Héraclès. Et que Melkart, Melkart était vénéré des Phéniciens, qui était une civilisation très 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 avancée, mais très peu connue. Et toutes ces civilisations, vous regardez bien, elles viennent tous un peu du même endroit. C'est la Mésopotamie, tous ces endroits-là qui sont proches de finalement qui sont pas trop loin de chez nous. Et donc voilà, les Phéniciens, c'était des grands grands navigateurs. Alors je sais pas en quelle année c'était les Phéniciens, peut-être moins 4000 avant Jésus-Christ, je sais pas, peut-être. Ça, il faudrait voir Ludovic de la chaîne. Arcana et les mystères du monde, lui c'est le spécialiste là-dedans.
Moi, je sais pas, je vous dis ça. Je sais pas. Je sais pas. D'après ce que je sais et ce que j'ai entendu, mais peut-être que je me trompe. Je sais pas. Donc, et les Phéniciens, bon, bah, forcément, comme ils naviguaient beaucoup, bah, ils connaissaient le bassin méditerranéen, ils le connaissaient par cœur. Et de ce fait, bah, ils n'étaient pas bêtes non plus. Ils savaient que en investissant des endroits, comme c'était des grands commerçants, en investissant des endroits propices au commerce, où on pouvait faire des ports, où on pouvait faire des entrées faciles pour pouvoir accéder à la cité. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, d'après ce que je sais, d'après ce qui a été dit, bah, ils ont investi l'Espagne. Ils ont envahi l'Espagne, qui ne s'appelait peut-être pas l'Espagne à l'époque-là, mais peut-être que c'était les Ibères, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, l'Espagne. Le peuple ibérique, peut-être, je sais pas, peut-être une connerie. Et donc, ils ont fondé la ville de Tartessos. Tartessos. Donc, maintenant qu'ils se retrouveraient peut-être enfuis dans les marécages. Dans les marécages de Dognona, le parc naturel régional de Dognona. Je crois que ouais, ça doit être ça. Mais peut-être qu'ils avaient aussi plusieurs annexes. Donc ils ont aussi sous la ville de Cadix peut-être des vestiges. Parce qu'ils ont trouvé des formes concentriques, un peu comme je dessine là, vous voyez, des formes comme ça. C'est une façon de construire. Moi je suis fasciné par ça. Déjà quand j'étais petit, moi j'étais le meilleur de ma classe en histoire à l'époque. Et vous ne me croirez jamais. Quand j'étais petit, je savais lire les hiéroglyphes, avant même de savoir lire le français. Enfin, je savais lire. J'avais appris comme ça vite fait dans les livres. Mais ça m'intéressait vraiment, j'étais vraiment fasciné. Et déjà à l'époque, petit, je vais peut-être avoir 8 ans, 10 ans, j'émettais l'hypothèse qu'il existait sous le sphinx des, des pièces, quoi, des salles secrètes. Et j'avais même dessiné, quand j'étais petit, le sphinx, et comme si on le passait au scan, quoi, puis on voyait à l'intérieur toutes des pièces secrètes et tout. J'avais dessiné ça quand j'étais petit, vous imaginez déjà? Mon imagination, comment elle travaillait? Ça turbine hein, là-dedans. Hein. Dommage que ça ne me fasse pas gagner d'argent. Donc voilà, j'imaginais tout ça. Et moi, les professeurs m'ont dit, j'ai trop d'imagination. Vous voyez, on me dit j'ai trop d'imagination. C'est même pas on me dit j'ai de l'imagination, c'est on me dit j'ai trop d'imagination. C'est fou de dire ça à un gamin. On devrait plutôt l'encourager et lui dire putain c'est cool, t'as une imagination, c'est génial ça. C'est génial d'avoir de l'imagination. Non, non, lui c'était trop. J'ai trop d'imagination. J'aurais voulu peut-être que je sois un gamin plus. Comment? J'aurais voulu que je sois un gamin plus terre à terre. Terre à terre. Hein. Avec doué en maths, dans des choses concrètes. Mais non, j'étais pas. J'étais doué là-dedans, mais j'étais plus créatif. Il y a un comète derrière. J'étais plus créatif. Et ça les a fait chier, ça, que je sois créatif. Moi, je comprenais pas à l'époque. Je comprenais pas. Je me disais. Je me disais. Ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être raison. C'est un défaut que j'ai. C'est un problème.
Je me disais ça. Ça c'est une comète, oui, c'est la comète qui annonce quelque chose. Qui annonce quelque chose. Mais la ville est quand même relativement tranquille, quoi. Oui. Elle n'est pas encore consciente de ce qui va lui arriver. Elle ne le sait pas encore. La comète, c'est l'image de ce qui va venir plus vite que ce que l'on croit. Alors pour l'instant, elle n'a pas encore percuté le sol. Pour l'instant, on sent que l'océan commence un petit peu à se déchaîner. On sent que l'océan va bientôt, comment je peux dire, l'océan va bientôt, comment je peux dire ça, affirmer ce que disent les prophéties, confirmer. La comète va bientôt va bientôt la comète c'est la parole de Dieu. La comète annonce la fin d'une ère. Mais la queue de la comète déjà va intoxiquer l'air. C'est pour ça qu'il y a ce ciel rouge étrange. L'astre dans le ciel. La comète est un message. Peut-être était-elle considérée comme une divinité à l'époque. Peut-être que la comète a contribué aux légendes. Aux légendes aussi de l'Inde. La légende des Vimanas, par exemple. Quand les gens ont levé les yeux vers le ciel, ils ont vu la comète. Ils se sont dit, mais quels sont ces êtres venus du ciel? Quels sont ces dieux? Voilà peut-être d'où vient les légendes des Vimanas. Mahabharata. Dans Mahabharata, on a cité maintes et maintes fois des objets volants, des choses étranges. Voilà, sur ce, les amis, l'heure va être terminée. Je termine encore le petit coup de pinceau ici. Je sais pas si les effets de lumière rendent bien, mais je sais pas. Il faudra me dire. Si vous voyez ce que j'ai fait dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais pas, moi personnellement, j'ai pas assez de recul encore pour l'instant. Comme je vous disais la dernière fois, n'hésitez pas à reculer pour voir. N'hésitez pas à reculer pour voir ce que vous faites. Ok. Voilà, bah écoutez, moi là pour l'instant c'est pas trop mal.
trouve que c'est plutôt sympa. Je crois que je vais m'arrêter là parce que ça suffit, là, ça fait plus d'une heure. Là. Bon, j'ai commencé la vidéo, mais j'avais déjà commencé avant. Ça fait plus d'une heure et là, je vous avoue que j'ai la main qui commence à trembler un petit peu. Allez, merci de m'avoir écouté. C'était une longue vidéo, c'était super, merci. Ciao.